Premier lien, bien évidemment, c'est que réchauffement climatique implique beaucoup plus d'aridité. Si vous avez des températures qui, à la surface de la planète, augmentent, clairement, ça veut dire qu'il va faire plus chaud partout et que vous allez avoir de plus en plus de problèmes de sécheresse. Ça, c'est donc un problème d'impact, si vous voulez, sur les changements climatiques. Et donc, ça vise, je dirais, tout le programme dit d'adaptation au changement climatique. Mais nous allons au-delà en disant que lutter contre la dégradation des terres, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire pas uniquement d'origine climatique, permet d'être une solution et une des solutions les plus importantes et les moins onéreuses au problème de changement climatique. Tout à fait. Et en fait, nous, elle est partie parce que on pense aussi, si vous voulez, que prendre la question des changements climatiques doit nous obliger aussi à repenser un petit peu nos modes de production, nos modes de consommation et la façon dont on voit la planète et de voir comment les choses sont interconnectées. Et en réalité, nous, on est parti du fait que sur cette planète, en 2050, nous serons plus de 9 milliards d'individus. Et que pour nourrir ces 9 milliards d'individus, il faut augmenter aujourd'hui les terres mises en culture de 4 millions d'hectares par an. Or, aujourd'hui, toutes ces terres sont prises sur des forêts ou des zones humides. Et donc, d'ici 2050, c'est 800 millions d'hectares de forêts et de zones humides qui pourraient être mis en exploitation, ce qui est complètement dément d'un point de vue de la biodiversité de notre planète. Mais dans le même temps, vous avez sur la Terre 2 milliards d'hectares de terres dégradées. Restaurer 500 millions d'hectares de terres dégradées permettrait d'assurer la sécurité alimentaire à l'horizon de 2050, mais surtout permettrait de séquestrer un tiers des émissions de gaz à effet de serre issues du carbone tous les ans dès lors que cette séquestration se met en place. Alors l'intérêt qu'elle a par ailleurs, c'est que la séquestration du carbone, à la différence de la transition énergétique, elle est immédiate. Vous remettez de la fertilité dans les sols, au bout d'1 an, vous avez déjà du carbone stocké. Et donc on pense que cette mesure-là doit aller de pair, bien évidemment, avec un objectif ambitieux en matière de transition énergétique, mais que cela peut permettre, si vous voulez, de remplir le gap pendant que les transitions énergétiques montent en puissance. Ah ben, c'est clairement ce qu'il y a de moins onéreux. En moyenne, ça coûte 100$ l'hectare, la restauration. Donc, si vous restauriez 500 millions, vous seriez à 150 milliards de dollars pour 30% des émissions de gaz à effet de serre. Excusez-moi, c'est quand même bien en dessous de tous les chiffres qui vous ont été donnés. D'autant que nous considérons en plus que si il y a un accord contraignant et un jour un prix du carbone, le marché carbone devrait payer une partie de ce coût. Par ailleurs, restaurer des terres, ça veut dire leur donner une productivité nouvelle. Ce sont donc des terres pour lesquelles il y a des enjeux économiques, des enjeux financiers. Et donc l'essentiel de ce travail pourrait être financé par le secteur privé, puisque de toutes les façons, c'est pour aussi remplir ensuite des demandes de production agricole ou autres d'ailleurs. Alors, nous prenons un nouveau concept qui a d'ailleurs fait son chemin dans les objectifs du développement durable qui vont être décidés au mois de septembre. Nous parlons de ce que nous appelons la neutralité de la dégradation des terres. En gros, vous détruisez un hectare, vous restaurez un hectare. Et donc nous avons mis en place
un projet pilote par lequel nous travaillons avec des pays ou des régions pour dire « Ok, regardons vos besoins d'utilisation de l'espace dans les 20 ans ». Et on ne pose pas de jugement sur l'utilisation des terres, on n'est pas là pour ça. Mais en revanche, on essaye de voir donc quelles sont les terres qui vont être utilisées, pour quels usages, sur quels écosystèmes. Et on demande à ce que, en regardant les cartes de ces régions ou de ces États, de voir comment cela peut être compensé par la restauration de mêmes écosystèmes par les acteurs qui auront eu l'utilisation de ces terres-là. Et donc, ce que nous disons, c'est que si vous utilisez 1000 hectares pour mettre de l'éolien, eh bien, ces investisseurs de ces 1000 hectares d'éolien devront payer la restauration de 1000 hectares correspondant à l'utilisation de leur sol. Ce qui est en même temps pas grand-chose. 1000 hectares, 100 $, on ne va pas au bout du monde. Mais si chaque opération menait à ce genre de choses, on pourrait être sûr de maintenir aussi une biodiversité importante terrestre, puisqu'on ferait attention à ce que les mêmes écosystèmes soient protégés. Et deuxièmement, permettrait de financer ces mesures dont nous parlions tout à l'heure, qui ont donc un effet important sur la séquestration de carbone.